c'est toi qui manges. Hop, on y va. Celle-là, elle est moins bien. À quoi sert ce mur marron? Le musée est installé sur un parc de 20 hectares et comme il y a un musée au milieu, il fallait quand même qu'il y ait un minimum de protection autour du parc. Donc en réalité, il y a une partie du parc qui est clôturée avec des arbres et des arbustes et une clôture qui vient renforcer la sécurité. Et en fait, le mur n'est pas infranchissable, mais en tout cas, il marque l'entrée du musée et du parc. Et à chaque fois, on a des portails, on a 11 portails autour du parc. Et les murs en terre ne sont que le long de la rue Paul-Bert, quasiment. Et en réalité, c'est parce qu'à l'origine, et on rentre dans le sujet parce que c'est aussi lié à l'écologie, quand on a décidé, l'État a décidé de faire les travaux ici, l'organisation du chantier a été réfléchie pour qu'il y ait un minimum d'impact sur l'environnement. Donc un minimum de transport de terre en camion, par exemple. Comme ça, on diminue l'empreinte carbone, ce qu'on appelle l'empreinte carbone. Et donc, il y avait très peu de circulation de camions pour enlever la terre et aller l'exporter pour aller la mettre en décharge. Et ils ont pris l'option de réutiliser la terre qui a été extraite du sol pour les fondations du musée. Ils ont retravaillé la terre avec un petit peu de ciment et de chaux à l'intérieur pour en faire des murs qu'on appelle des murs empisés. Et les murs empisés, c'est une technique ancestrale de montage des murs, ancestrale qui date du temps des Romains presque, et qui permet de faire tenir la terre sous forme d'un mur, un peu comme un modelage. Et donc c'est pour ça que ça a été réalisé comme ça sur toute la longueur de la rue Paul-Bert, pour créer une limite physique et une délimitation du parc avec les matériaux qui ont été issus du site et qui n'ont pas été exportés. Bonjour, je m'appelle Bertrand Desnains, je suis responsable des services généraux et du parc du musée du Louvre-Lens. J'y travaille depuis maintenant 12 ans, juste après l'ouverture du musée. Et j'ai comme formation un diplôme d'ingénieur paysagiste à la base, mais par le hasard de la vie, je me suis un peu retrouvé au milieu des œuvres d'art, mais quand même au milieu d'un parc également. Comment entretenez-vous le parc? Déjà, la chose à savoir, c'est qu'on est sur un ancien terri. Donc on est à peu près 4,50 m au-dessus du sol naturel. Donc il y a ce qu'on appelle un remblai. Et les remblais, en fait, ce sont des cailloux. Des cailloux qui ont été étalés sur le site au fur et à mesure de l'exploitation de la mine. En fait, on sortait le charbon de la mine, mais dans le charbon, il y avait aussi d'autres matériaux qui étaient mélangés. Donc tout ça, c'était trié. Et ce qu'on ne pouvait pas revendre, c'était étalé sur le site. Donc nous, jardiniers, aujourd'hui, on a une grosse difficulté, c'est qu'on n'a pas de terre, en fait. C'est pas de la vraie terre qu'on a sous les pieds. C'est des cailloux, c'est des restes de charbon, c'est du grès, un autre type de pierre. Et donc, c'est très difficile de faire pousser des végétaux dans du caillou. Normalement, un végétal, ça pousse dans de la terre. On m'a demandé d'embaucher à l'époque et de créer une équipe de jardiniers. Donc on a 4 jardiniers sur le parc, 3 qui travaillent vraiment sur le parc, sur l'entretien, et une jardinière qui, elle, travaille d'un côté sur le parc, sur son entretien, et d'autre part sur ce qu'on appelle la médiation du parc, c'est-à-dire un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, discuter de différents aspects du parc, de différents types d'entretien, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc l'entretien demande beaucoup de temps parce qu'on a une grande surface à traiter. On ne travaille qu'en manuel, c'est-à-dire pas de produits chimiques. Donc ça demande encore plus de temps pour entretenir des massifs de fleurs, des massifs de plantations. Y a-t-il un composteur? Alors oui, c'est dans la continuité de ce que je viens d'expliquer. Il y a un grand composteur au bout du parc qui représente quelques dizaines de mètres cubes de tout le travail qui est fait au cours de l'année. Des déchets de tonte, des tailles, de la paille, de l'herbe qu'on a arrachée, qu'on met sur le tas de compost. Et tout ça, ça se dégrade au fil du temps et à peu près sur, 3 ou 4 ans, c'est de nouveau utilisable
en fonction du calibre en fait. Le terme c'est ça. Le calibre c'est l'épaisseur des branches, ça se décompose plus ou moins vite. En fonction, évidemment, plus la branche est grosse et plus elle va mettre de temps à se décomposer. Donc en fonction de ça, on regarde un petit peu, et ça se touche à la main comme ça, on effrite le terreau, et on voit s'il est prêt à être étalé ou s'il faut encore attendre un petit peu qu'il se décompose. On démarre de la plante, on entretient la plante, on redécompose et on réutilise. C'est un cycle. Et un cycle vertueux. Et à côté de ça, on a aussi des composteurs un peu plus petits et dits d'appoint qui permettent de composter les déchets de repas le midi pour les gens qui travaillent au musée. C'est aussi un composteur qui est juste là-bas derrière, qu'on ira voir après, qui lui permet d'accueillir les restes de légumes parce qu'on est à côté du potager. Donc on a comme ça, l'idée n'est pas de faire 800 mètres pour aller mettre dans le tas de compost, le gros tas de compost qu'on a au bout du parc. On en a mis quelques-uns à droite et à gauche, justement pour cette raison-là, pour que ce soit plus accessible. Pourquoi avez-vous décidé de mettre de l'eau dans le parc? Il y a une phrase qui dit « l'eau c'est la vie ». Et c'est exactement ça. En réalité, au-delà de l'entretien du parc et d'avoir un cadre plutôt agréable pour le visiteur et évidemment pour les gens qui y travaillent, d'autant mieux et d'autant plus, en réalité, dans le projet initial de construction du musée, le bassin n'existait pas. Et si on n'a pas de bassin, si on n'a pas d'eau, on n'a pas de développement ou un développement de biodiversité qui est beaucoup plus lent. La biodiversité démarre par l'eau, en fait la vie démarre par l'eau. Il faut absolument la présence d'eau pour qu'une plante, s'il n'y a pas d'eau, elle ne vit pas. Un insecte, s'il n'a pas d'eau, il ne vit pas. Un animal, s'il n'a pas d'eau, il ne vit pas. Et donc le bassin, il est venu après coup. C'était pas une volonté nécessairement d'avoir de l'eau dans le parc pour favoriser la biodiversité. Le bassin a été rajouté en cours de route, en cours de projet, parce qu'à ce moment-là, on a mis en place ce qu'on appelle un puits de géothermie. La géothermie, c'est ce qui permet de produire de l'énergie. On va chercher l'eau dans la nappe phréatique, dans le sol, tout en bas, à moins 15 mètres de profondeur. Et après, ça passe dans toute une machinerie qui est en bas du musée, dans les sous-sols. Et ça permet de créer de la chaleur ou du froid. Comme on a des équipements un peu particuliers dans le parc, j'appelle ça des équipements, mais ce sont dans l'esprit de l'architecte, ce sont des bancs naturels. On le voit là derrière, les enfants sont assis sur le collino. Ou alors on les voit là-bas. Les collinos, c'est les petits monticules verts là, qu'on voit en forme de virgule. Et ça, dans l'esprit de la paysagiste, c'est comme si on avait des bancs pour s'asseoir, mais de manière naturelle. C'est des bancs naturels, ce qu'on appelle des bancs de contemplation. La difficulté de ces équipements-là, c'est que si je les arrose pas régulièrement, ils deviennent tout jaunes. Et le gazon qui est dessus, il meurt. Donc il fallait absolument que j'ai une partie du parc qui soit arrosée par un arrosage qu'on appelle automatique. En fait, c'est une programmation comme un ordinateur et qui déclenche des vannes et qui envoie de l'eau régulièrement en fonction de ce que je lui demande. Donc ça, on fait des arrosages la nuit. Pourquoi tiens, on les fait la nuit? Parce que sinon ça va brûler. C'est une raison. Si j'arrose trop tôt, qu'on a des gouttes d'eau sur le gazon, ça fait un effet loupe, tu as raison, et ça peut brûler. Ça, c'est une des raisons. Comment? Elle va s'évaporer du coup. L'eau, elle peut s'évaporer aussi. Et Exactement. Du coup, on va perdre l'eau. Exactement. Et en fait, tu auras perdu une bonne partie de l'eau qui sera échappée, qui sera repartie dans l'atmosphère par évaporation. Et en réalité, c'est exactement pour ça qu'on arrose la nuit, et aussi parce qu'on a du public. Et on ne peut pas allumer les arroseurs quand vous passez dans le parc. Voilà. Et donc effectivement, on arrose la nuit parce que la nuit, il y a moins d'évaporation et les plantes ont la capacité de capter l'eau avant qu'elle s'évapore en fait. En été, un cycle toutes les nuits. Alors je vais vous dire, ça représente 80 mètres cubes, mais ça va être le même problème qu'avec le terrain de foot. J'ai pas vraiment de comparaison à vous donner pour vous dire ce que c'est que 80 mètres cubes. Un mètre cube, c'est 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Et on multiplie 80 fois de volume d'eau. Et ça permet d'arroser le parc. Donc voilà pourquoi il y a le bassin installé ici. Et en plus, le gros intérêt, c'est que le bassin, il est juste à côté de la lisière du bois. Donc ça, pour l'alimentation, on a des ruches qui sont là-bas au bout. Et ben en été, on voit le balai d'abeilles qui va de la ruche jusqu'au plan d'eau
pour pouvoir s'abreuver. Donc il a vraiment un intérêt sur beaucoup d'aspects du parc. C'est vraiment central. Que la vie s'est installée grâce au bassin. Ça a été dans un premier temps des têtards, les têtards se transforment en grenouilles, en crapauds, ça amène des libellules, et c'est toute la chaîne de nutrition comme ça qui se met en place. Et quand tu as des nouveaux insectes, de nouvelles espèces animales qui arrivent, ça permet à d'autres espèces qui mangent ces espèces-là de s'installer. Parce que de nouveau, elles ont une nouvelle nourriture, donc il y a des nouvelles espèces qui viennent s'installer. Et on a vu du lapin, on a vu beaucoup de choses. D'où viennent les poissons? Alors, les poissons. En réalité, quand le bassin a été construit, évidemment, on n'avait pas prévu de mettre des poissons dedans, en tout cas pas dans le cadre des travaux. J'ai eu l'occasion de récupérer ce qu'on appelle un fond de vivier. Un vivier, c'est un petit étang où tu mets les poissons en attendant de les remettre dans un grand étang. Il y a un petit vivier, un petit bassin chez quelqu'un qui habitait pas loin, qui est malheureusement décédé, et on m'a demandé si ça m'intéressait de récupérer les poissons. Donc j'ai récupéré les poissons, je les ai remis dans le bassin. Ça c'était c'était en 2013 ou 2014, donc il y a plus de 10 ans. Les poissons se sont acclimatés, ils se sont évidemment reproduits dans le bassin au fil des ans. Donc la population de poissons a continué à croître pendant 10 ans. Il y avait différents types de poissons dans ceux que j'ai ramenés, mais notamment de la carpe, du gardon, des tanches, des poissons de rivière qu'on trouve, ou des thans qu'on trouve naturellement. Et après, j'en discutais justement juste avant, il y a aussi une manière naturelle d'empoissonner un bassin ou un étang. Ils s'empoissonnent naturellement. Et en réalité, ils s'empoissonnent comment? Les oiseaux, les hérons par exemple, qui viennent se poser l'hiver pour chercher à manger, pour se nourrir, et qui donc mettent, je ne sais pas si tu as déjà vu le héron qui met ses 2 pattes dans l'eau et qui reste comme ça à l'affût, et il attend qu'il y ait un poisson qui passe et il le chope. Et en fait, les hérons, ils se posent dans plein de bassins différents avant de venir chez nous par exemple. Et quand ils se posent dans un bassin, potentiellement, si on est en période de frai, la frai c'est quand les poissons ils se reproduisent. Là c'est le moment, la période de frai. Donc on essaye de ne pas toucher le bassin. Je reviens au sujet. Quand ils se posent dans différents bassins, il y a des œufs qui se collent à ses pattes. Et le fait de passer d'un bassin à un autre, les œufs se déposent dans les différents bassins en fonction du tour que fait le héron. Et c'est comme ça que naturellement tu vas avoir des nouvelles espèces qui vont arriver dans le bassin, quoi. Nourrissez-vous les poissons, et si oui, comment? Alors, au début, je les ai nourris parce que le bassin était vide. Et il n'y avait quasiment rien dans le bassin et autour du bassin. Et tu vois qu'il y a des plantes qui ont été ramenées en bordure de bassin, ce qu'on appelle des plantes de berge. Alors pourquoi? Alors les plantes de berge, elles ont 2 intérêts. C'est encore une fois de développer la biodiversité. Tu donnes des cachettes, entre guillemets, pour faire une nidification, pour une reproduction d'insectes. Et aussi, les poissons se nourrissent de quoi? Dans un milieu naturel, principalement, ils ont de la nature pour eux. Donc ils vont se nourrir de débris de végétaux. Donc ça permet aussi, en partie, de nourrir les poissons. Les poissons peuvent se nourrir aussi d'insectes. Des insectes se posent sur l'eau, les poissons les mangent. Ça peut être aussi des bourgeons ou des éléments un élément végétal qui tombe d'un arbre et qui va tomber dans le bassin, ça va être une source de nourriture aussi. Au tout début, avant qu'il y ait une plantation de plantes de berge, je mettais un petit peu de nourriture au fur et à mesure, mais vraiment très très peu. Et au final, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que les poissons sont nourris par les visiteurs. Parce qu'il y a des canards, donc ils viennent soit avec du maïs, soit avec du pain. En réalité, il faut éviter de donner du pain aux canards, parce que le pain gonfle, et en fait ça gonfle dans l'estomac du canard, et ça peut lui provoquer des maladies aussi. Le poisson, lui, s'en fout, il peut manger du pain. Comment avez-vous pu réussir à mettre l'eau? Via l'arrosage automatique dont je parlais tout à l'heure, l'eau qui est passée dans les pompes à chaleur, en fait, il y a une toute petite bifurcation dans le tuyau qui renvoie l'eau à la nappe phréatique et qui vient alimenter le bassin. Et c'est cette bifurcation-là, on a fait un tuyau qui part vers le bassin, qui est toujours sur le même réseau, mais qui part sur le bassin, qui alimente le bassin. Et ce qui est drôle, et on va le voir là, on va se déplacer un tout petit peu.
fait, on a l'eau qui arrive de ce côté-là. D'accord? Il y a un tuyau qui est dans le fond, avec l'eau qui arrive. Ça monte. Si tu mets, par exemple, si tu commences à mettre de l'eau dans un récipient, le niveau il va monter. Et bien là, c'est le même principe. Imagine, le bassin est vide, on a un tuyau dans le fond, il envoie de l'eau, l'eau monte jusqu'en haut. Et quand elle est en haut, qu'est-ce qu'elle fait? Potentiellement, elle peut déborder. Parce qu'il y a toujours de l'eau qui arrive dans le fond. Et en fait, on a ici, là, parce que là, le bassin n'est pas en circulation. Tu vois les abeilles dont je te parlais tout à l'heure qui viennent boire? Oui. Et elle est là. Et en fait, l'eau, son niveau, le vrai niveau de l'eau, c'est là en haut. Et quand on continue à pousser de l'eau dans le fond, ça monte plus haut et ça vient se déverser là, dans le caniveau. Ce caniveau-là, il va là, sur la bouche qui est là derrière. En dessous, on a un tuyau. Le tuyau fait tout le tour, comme ça. Et là-bas, de l'autre côté, on a deux grosses plaques avec des cuves de 80 mètres cubes. On revient encore à 80 mètres cubes de tout à l'heure. Et ça permet d'arroser le parc. Donc en réalité, l'eau que j'ai déviée de la géothermie et qui alimente le bassin, eh ben, je vais la remettre dans la terre par l'intermédiaire de l'arrosage automatique. Et encore une fois, on est sur un cycle.